Bon, bah, merci d'abord à tout le monde d'être venu. Et je me présente, je suis Miguel Ángel Molina. Et donc, si vous entendez un léger accent, c'est bien parce que je ne suis pas d'ici. Et que malgré les années que j'habite déjà en France, il y a toujours mon accent qui me fait trahison. Et voilà, je suis là parce que j'ai fait, je ne sais pas si c'est bien, j'ai fait une résidence ou quelque chose qui peut ressembler à une résidence grâce à Maribel, qui est ma galériste, qui habite ici à Limoges, qui m'a mis en contact avec Guy Maynard, que vous connaissez peut-être, pour réaliser quelques pièces en porcelaine. Et donc je tiens à remercier Guy et Patrick aussi, avec lesquels j'ai fait un deuxième projet qui était plus porté sur la couleur, sur le bleu du four. Moi j'étais complètement ignorant de toutes ces complexités, donc c'était grâce à eux que j'ai pu réaliser ces pièces. Et donc en échange, je m'étais compromis à venir aujourd'hui ici vous parler un peu de quel est mon travail. Dans mon travail qui n'a rien à voir avec la porcelaine. Moi, je suis peintre. Et voilà, je voulais vous raconter un peu comment j'ai fait ce que j'ai fait. Et étant donné que majoritairement, vous êtes tous des étudiants, et je voulais m'adresser à vous en tant qu'artiste qui a fait une école des beaux-arts il y a déjà quelques années à Madrid. Madrid qui est une école des beaux-arts, une faculté des beaux-arts énorme. Les écoles d'art en Espagne ne sont pas comme ici, ce sont des grandes écoles d'à peu près 1000 étudiants avec une bonne centaine de professeurs. Et une école aussi très centrée sur un enseignement de l'art assez classique, du moins à l'époque où j'étais étudiant. Alors c'est vrai que j'ai fait ces études à une époque où l'Espagne était en plein bouleversement de plein de choses. On avait passé une dictature et donc l'Espagne s'ouvrait au monde. Et peut-être que vous avez entendu parler de la Movida. C'était les années 80. Et moi, j'avais 20 et quelques années. Donc, j'ai fait de la peinture, mais de la peinture de ce qu'on appelle des genres, hein, c'est-à-dire la peinture de paysages, des natures mortes, des portraits. Et je ne peux pas dire que c'était des années perdues, parce que j'ai appris quand même des choses. Mais c'était des choses qui étaient, c'était un langage et une mode de pensée qui était très loin de ce qui était la contemporanéité. Or, il m'a fallu des années ensuite pour sortir de l'école et comprendre quels étaient ces changements, ces bouleversements. Donc, pour moi, ce qui était important, ça a été les gens que je rencontrais à l'école des Beaux-Arts, mes camarades des classes, et avec lesquels j'ai commencé à travailler, à exposer et à faire des choses qui relevaient plus d'un défi des créations et non pas d'une logique on va dire, des traditions. Voilà, donc c'est dans cette idée que 1 ou 2 ans plus tard que j'ai fini l'école, j'ai fait un voyage à Paris. Et que il s'est avéré que c'est un voyage qui a changé un peu ma vie, parce que j'ai trouvé une galériste à Paris qui a bien aimé mon travail, qui m'a envoyé faire une résidence à quelque chose qui s'appelle la Cité internationale des arts, où je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des ateliers d'artistes qui sont proposés à des artistes qui viennent de partout dans le monde, mais aussi aux Français. Et donc, c'est dans ces ateliers que je fais mes premières rencontres en tant qu'artiste pour d'autres artistes qui sont aujourd'hui dans des galeries parisiennes. Il faut dire qu'à l'époque, je ne parlais pas français, donc je faisais comme je pouvais, en anglais évidemment. Et
Et donc, j'avais à l'époque un travail qui était très centré sur une pratique encore de la peinture relativement classique. C'était des grands formats, quelque chose qui pourrait s'apparenter à des choses qu'on faisait en Italie, qu'on appelait la trace avant-garde, ou des mouvements en Allemagne aussi, avec la nouvelle génération des peintres allemands, voilà, comme Kiefer et tous ces gens-là, qui étaient déjà plus âgés que moi, hein, mais bon, qui étaient un peu la génération précédente. En Espagne, il y avait des peintres aussi qui étaient connus. Peut-être que vous connaissez Miquel Barceló, qui a, je pense, même pas 10 ans plus que moi. Donc c'était la génération juste avant moi. Et quand mon travail a commencé à fonctionner, en fait, il y a la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe qui s'est déclenchée. Et donc j'étais à Paris à ce moment-là. Et c'était un moment un peu étrange parce que presque du jour au lendemain, il y a eu une crise qui a fait que énormément de galeries ont commencé à fermer. Le marché de l'art s'est écroulé. Et en très peu de temps, ma galerie de Madrid a fermé ses portes, ma galerie de Paris aussi. Donc je me suis retrouvé à Paris sans galerie et sans pouvoir montrer mon travail. Et ça a duré quelques années. Alors pendant ces temps, j'ai découvert un peu les spectres d'artistes qui poulaient autour de moi, enfin, la création. Et j'ai ressenti déjà de manière assez forte le fait qu'en France, et je dis ça avec beaucoup de respect, hein, mais en France, on avait un petit problème avec la peinture. Voilà, donc ça a été un constat vu de l'extérieur qui persiste encore aujourd'hui. Hein. Moi, je suis professeur à l'école de Rouen. Et encore aujourd'hui, il y a très peu de DNSCP, même des DNAP, ou des DNA, centrés exclusivement sur la peinture. Bien sûr, il y a eu une transformation qui fait que la peinture elle a été aussi abordée sur d'autres côtés, mais il y a aussi une question d'héritage. Comme vous savez, dans les années 60, il y a eu Support Surface et BMPT qui ont remis en question les statuts du tableau et avec lui les statuts de la peinture en général, de la pratique de la peinture. Donc, évidemment, avec mes bagages, je me voyais mal continuer à travailler en France. J'ai failli même quitter la France. Mais comme il y a eu cette période des battants entre mon arrivée et la guerre du Golfe, et puis la crise qui est venue ensuite, et ben cette période m'a permis de travailler dans mon atelier sans forcer le rythme et en créant un travail qui n'était pas vu. Alors, il y a des petites anecdotes comme ça que j'aimerais vous raconter parce que pour moi, elles étaient importantes. Il y avait un moment un galériste qui est venu, un galériste de Barcelone, que Maribel doit connaître, qui s'appelait Carles Poi, et qui est venu à mon atelier. Et donc, moi, j'ai préparé mon atelier, comment on fait souvent les artistes quand quelqu'un vient rendre visite à l'atelier. Donc, on montre le travail, on prépare un café, un petit discours aussi. Et il faut dire qu'à l'époque, je peignais à l'huile. Je peignais des tableaux, des grands tableaux toujours. Et j'avais une pratique qui était que, bon, quand j'aimais pas trop ce que je faisais, j'ai raclé la peinture de la toile avec une spatule. Et donc, je mettais les raclures dans une boîte en bois. Vous savez, ce sont les petites boîtes qu'on utilise, des coffrets pour des bouteilles de vin, des petites boîtes. Et en fait, c'était un peu ma poubelle des peintures. Donc, quand quelque chose n'allait pas, j'ai raclé et sur le bord, j'ai nettoyé les spatules. Et en fait, j'ai commencé à avoir un gros tas de peintures.
jusqu'à un jour où effectivement la boîte était remplie des raclures des peintures. Ça avait bien séché et tout ça. Donc j'ai eu l'idée de donner quelques coups de marteau pour décloisonner la boîte. Et il est apparu une espèce de grosse brique de peinture qui pesait très lourde. Et donc, pour moi, c'était un objet un peu omni, parce qu'effectivement, il s'agissait des peintures, mais il ne s'agissait pas d'un tableau. Or, je peignais des tableaux. Pour moi, la peinture passait par là, et le reste, c'était des raclures de peinture. Donc cet objet était dans mon atelier, dans un coin, et je montrais mon travail à ces galeristes. J'expliquais pourquoi je fais ci, et ils me posaient des questions. Et à un moment, ils me demandent, mais c'est quoi cet objet que tu tiens là dans le coin? Et donc je lui explique, bon, ça c'est la poubelle, en fait, c'est rien. Enfin, c'est juste, ah mais ces trucs-là, il est intéressant, je peux voir. Il les prend, ah oui, ça pèse lourd. Mais et ça, avec ça, tu vas faire quelque chose? Je dis non, c'est la poubelle, quoi. Non. Et donc on parle et tout ça, et en partant, il m'a dit écoute, tu sais, ton travail, ça me rappelle beaucoup de peintures qu'on voit aujourd'hui. C'est pas très intéressant, mais en revanche, je trouve que ces trucs de cette poubelle des peintures est très intéressant. Tu devrais faire quelque chose avec ça. Alors, il part, et là, je reste dans l'atelier complètement déceptionné, en disant, mince, je montre tout mon travail, et la chose qui les plaît le plus, c'est ma poubelle. Alors, ça m'a beaucoup tracassé. Est-ce que vous connaissez les mots sérendipité? Est-ce que quelqu'un connaît ici ces mots? Sérendipité. Non? La sérendipité est un terme assez récent, parce qu'à la base c'est un mot anglais, serendipity, qui a été, en fait c'est un mot qui signale, si vous voulez, tout ce qu'on peut trouver sans les chercher. Et en fait c'est un mot qui est très utilisé en pensée créative. C'est la fameuse tartatata, c'est-à-dire un événement dramatique, comme l'effet que, selon la légende, la serveuse a fait tomber la tarte, puis elle l'a retournée pour la remettre dans le four. Mais c'est aussi la manière dont Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En fait, ce sont des découvertes qui ont lieu par l'erreur ou d'une manière comme ça, un peu hasardeuse. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup en pensée créative sur ces concepts, c'est-à-dire que souvent, on découvre ce que l'on ne cherche pas. Et voilà, souvent ça se passe par un changement d'optique, c'est-à-dire que quelque chose apparaît tout d'un coup, comme une révélation, en me disant, voilà, c'est ça le schéma, c'est ça qu'il faut faire. Pour cela, il faut quand même avoir une certaine... on va dire une certaine qualité de recherche. C'est-à-dire, je pense que celui qui trouve, c'est celui qui cherche. Alors ça ne veut pas dire que celui qui cherche, il va trouver ce qu'il cherche, mais il va peut-être trouver autre chose. Et donc c'était un peu mon cas. Alors à partir de ces jours où effectivement il y a eu ces tas de peintures, de poubelles, et j'ai commencé à regarder mes tableaux avec un autre œil, à me dire qu'effectivement, il n'était pas terrible, enfin, qu'il faisait beaucoup de références à beaucoup de choses qu'on voyait déjà, et que c'était peut-être pas ça. Et soudainement, j'ai commencé à regarder tous les objets et tous les phénomènes qui étaient autour du tableau, tout ce qui était périphérique au fait de peindre. J'ai regardé mes pinceaux, j'ai regardé mes spatules, je me disais est-ce que je peux faire un truc avec ça ou pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder le sol de mon atelier. En fait, comme souvent dans les sols des ateliers des artistes,
ou du peintre en tout cas, les sols, il est très maculé parce que souvent on travaille avec une peinture qui dégouline, parce qu'on nettoie des choses, qu'on laisse tomber et qu'ils deviennent une sorte de palimpseste des choses plus ou moins ratées. Et donc, j'ai commencé à regarder ces sols et c'est vrai, soudain, j'ai trouvé que les sols étaient intéressants parce qu'il y avait des énormes flaques, des peintures, et puis que le fait aussi de regarder ces peintures qui étaient à mes pieds proposait un regard qui était différent. Alors, au début, j'ai commencé à faire des flaques dans l'atelier. Et c'est comme ça qu'un jour, il y a un ami peintre que j'avais rencontré à la Cité des Arts qui voulait faire une exposition. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis en train de me dire si ces peintures au sol, on pourrait pas faire quelque chose avec. Et donc, il m'a dit, écoute, oui, on peut faire, tu peins un sol, et puis on les vernit, et puis on fait une expo avec ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur des choses qui n'étaient pas de l'ordre du tableau, mais qui étaient, oui, de l'ordre de la peinture. Alors, là, je vais commencer à vous montrer des choses qui ont à voir avec ça. Voilà, bon, ça c'est. Vous savez, ce que je veux vous montrer, c'est un book, hein, donc c'est un PDF, un espèce de résumé de différents travaux. C'est un outil aujourd'hui très pratique. À l'époque, on faisait des dossiers comme ça avec des photocopies. Aujourd'hui, on fait des PDF, ça revient un peu au même. Et donc, j'ai choisi pour la couverture une image d'une exposition que j'avais faite au CRAC des Sept, qui est un centre à Montbéliard, un centre d'art, dans lequel il y avait effectivement de la peinture au sol. Mais avant de ça, je vais commencer avec cette pièce, qui était une des premières réalisations de quelque chose qui avait à voir avec la peinture, mais qui n'était pas de l'ordre du tableau. En fait, j'ai eu une résidence à Sabadell, qui est une ville à côté de Barcelone. Et dans cette ville, je connaissais une fille qui, son père était charcutier, avait un poste au marché. Et dans ces postes, ces messieurs, il avait une machine pour emballer sous vide. Et donc, en fait, j'avais l'idée de faire de petites flaques de peinture que j'ai préparées préalablement à l'atelier. Mon atelier était devenu plutôt une sorte de boulangerie où il y avait beaucoup de tables et les tables étaient recouvertes de films plastiques. Et donc c'est là que j'ai versé des petites flaques de peinture et que j'ai décollé ensuite. Et en décollant, j'avais des sortes comme des crêpes des couleurs comme ça. Et donc j'ai mis les crêpes des couleurs les uns sur les autres, puis ces pièces ont été emballées sous vide. Et j'ai proposé à un supermarché très connu là-bas qui s'appelle Tic Tac, je ne sais pas si tu connais, et de faire une exposition à l'intérieur même du supermarché. Et donc j'ai fait venir des gens un peu de l'intelligentsia, de l'art contemporain là-bas, qui trouvaient ça très drôle de faire un vernissage dans un supermarché. Et donc, pendant que les gens faisaient des courses avec leur caddie, nous, on était en train de faire un vernissage dans les rayons des charcuteries, donc avec des pièces qui étaient mélangées au saucisson et au jambon. Et ces pièces étaient pesées au préalable, et donc elles s'étaient vendues au poids. Donc il y avait des pièces qui coûtaient plus cher que d'autres en fonction du poids de la peinture. Donc pour moi c'était intéressant parce que c'était pour la première fois que j'osais faire quelque chose qui était complètement à côté de ce que j'ai fait d'habitude. Et bon, je trouvais que ça a bien fonctionné et ça m'a donné envie de continuer sur cette voie qui était celle d'une peinture autre. À l'époque, je n'avais pas trouvé beaucoup de gens qui faisaient des choses comme ça. Hein. Là, je vous parle de 1997. Donc, j'ai continué à faire des choses comme ça, sauf que les petites flaques
sont devenus de ces énormes tapis. Donc c'est la même procédure. Peut-être que vous avez déjà vu, hein, quand vous mettez de la peinture sur un film plastique, la peinture ne colle pas et donc on peut la détacher comme un autocollant. Donc avec ce même principe, j'ai commencé à étaler des grandes surfaces des peintures et à créer une sorte de grande peau qui était difficile à gérer. En fait, je ne savais pas quoi faire avec cette énorme espèce de tissu de peinture. Et donc, bon, une des choses que j'ai fait, c'était de me photographier avec. Voilà, de me photographier couvert de peinture, comme si c'était un drap. Donc ça, c'était en 99. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à faire des flaques. Alors, ma première flaque, c'était chez moi. J'habitais dans un petit studio à Paris. Et c'est là que j'ai fait ma première flaque. Je l'ai fait un peu pour moi et pour avoir cette photo, en fait. Donc, c'est une peinture qui est directement faite au sol. Avec, bon, il faut dire que j'ai fait venir de Barcelone un produit qui est un médium acrylique qui me permet de faire une peinture plus ou moins dense, plus ou moins crépie, si vous voulez, hein, qui me permet aussi de déterminer la vitesse des séchages, parce qu'en peinture, vous savez, si ça sèche trop vite, la peinture risque de craqueler. Donc, j'ai utilisé aussi des retardateurs. Enfin, c'était comment on appelle ça, pour un marchand des peintures, un droguiste. Voilà, un droguiste qui fabriquait lui-même le médium. Et donc, qui m'a appris à l'utiliser pour faire moi-même mes peintures. Donc, j'avais mes pigments, mes charges et le médium pour fabriquer la peinture. Donc, cette première peinture, c'est celle qui m'a donné envie de continuer par cette voie. Donc, j'ai commencé à faire des peintures au sol. Ça, c'était ma première commande. Donc, j'ai fait une peinture au sol sur un parquet. Alors là, pour ça, j'ai utilisé des peintures pour sol, qui sont des peintures un peu spéciales, qui permettent de marcher dessus et même d'être nettoyées. Donc mon idée, c'était de garder une forme plutôt organique, comme si c'était un accident. Je ne voulais pas intervenir ou créer une image. C'est tout simplement des expansions des peintures. Et voilà, cette image appartient aussi à une des premières réalisations que j'ai fait pour une exposition. Donc c'était des singulières débordements. Voilà, c'était une exposition qui était faite à la Maison de la Culture d'Amiens en 2002. Et c'était l'entrée de l'exposition. Donc pour accéder à l'exposition, il fallait monter par ces escaliers. Et donc, on s'est retrouvé avec cette peinture jaune un peu fluo. Et c'est là où j'ai eu aussi l'idée, parce que bon, les commissaires n'étaient pas très d'accord que je fasse une flaque sur le sol de marbre du centre d'art. Alors, j'ai trouvé une petite astuce, c'était de faire un film transparent, autocollant, qui était collé au sol au sol véritable, voilà, ces sols en pierre. Et ensuite, j'ai fait ma peinture. Et après, je venais avec un cutter détourer la forme de la flaque de manière qu'on ne voyait pas le film. On voyait juste la peinture. Et les jours où l'expo a été finie, bah, j'ai gratté un tout petit peu et j'ai pu retirer la flaque sans problème. Voilà. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui se met en place. Donc je commence à faire des peintures en forme de flaques de peinture. Ça aussi, peut-être que le titre, il est pas banal. Parce que c'est vrai qu'en français, la peinture sous-entend les tableaux, mais il parle aussi du matériau. Donc, en fait, une peinture en forme de flaque de peinture, ça veut dire que c'est une peinture en tant que tableau, si vous voulez,
en forme de flaque de peinture. Donc comme si effectivement la forme de la flaque n'était pas due à un accident, mais qui était une forme voulue. Hein, c'est pas vraiment le résultat d'un versement de peinture hasardeux. Il y a toujours une part de hasard dans ces genres d'opérations, mais c'était plutôt contrôlé. Voilà. À côté de ça, bon, j'ai fait de la photographie de mes sœurs. Ça, je peut-être reparlerai un tout petit peu plus tard parce que c'est quelque chose qui m'a aidé aussi à avancer. C'est que régulièrement, je prenais des photos de mon travail. Or, je vous parle d'une époque où on faisait encore appel aux photographes pour photographier les œuvres. On était encore dans l'argentique. Et c'est au début des années 2000 qu'on commence à avoir des appareils numériques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et je pense que ces passages de l'argentique au numérique, ça a permis à des gens qui n'étaient pas photographes, comme moi, de faire des photos de plus ou moins bonne qualité. C'est-à-dire que ça permettait surtout de retoucher ensuite sur Photoshop, de corriger des défauts, d'enlever des choses. Et je pense que l'idée de photographier soi-même le travail, ça produit un effet un peu riche, dans le sens où un photographe auquel on payait pour faire ces images n'avait pas tout à fait les mêmes rapports à l'objet que lorsque c'est l'artiste lui-même qui prend en photo. C'est un peu comme, je disais à un moment, comme à l'époque il y avait des photographes professionnels, donc quand on voulait se faire une photo, on allait chez le photographe. Et donc on se mettait bien beau, on se mettait droit devant la caméra et on faisait une photo. Mais c'était des photos un peu forcées. Or, la photographie numérique a permis de photographier de manière très naturelle, comme on peut photographier nos enfants ou les anniversaires, avec un espèce de brin de réel, je dirais. Donc, ça, c'est une photo, par exemple, que j'ai fait à l'atelier en travaillant. J'ai pris la peinture dans la main et je l'ai serrée. Et finalement, c'est devenu une image assez symbolique pour moi, parce que, en fait, mon travail en peinture parle beaucoup, non pas d'une peinture visuelle, mais d'une peinture qui fait appel au tact. Une peinture qui se touche, une peinture sur laquelle on peut marcher, une peinture qui est un objet, en fait. Et comme c'est un objet qui a un certain poids. Donc, il y a eu, par exemple, dans cette pièce, l'idée de travailler sur le poids de la peinture, un peu comme dans ces pièces que j'avais fait au supermarché. Là, les supports, c'était des balances de salle de bain. Et donc, la peinture était posée dessus. Et donc, on pouvait voir légèrement le poids de chaque balance en fonction de la peinture qui était versée dessus. Voilà. Là, il faut dire que c'était aussi c'était des peintures horizontales. Ça paraît aller de soi, mais autre chose qui m'a fait réfléchir à cette idée de la peinture, que j'étais en train de mettre en place, c'était l'effet que la peinture, telle que je la travaillais à l'atelier, avait une tendance à l'horizontale. Elle ne tenait pas forcément sur le mur. Donc il fallait la présenter à l'horizontale. Et dans les cas de ces balances, quand elles s'étaient exposées au sol. Et c'est pourquoi, au moment de faire la photo de ces pièces, elles ne s'étaient pas photographiées comme des tableaux. Enfin, j'aurais pu, par exemple, enlever mes pieds et on aurait pu croire que ces balances étaient tout simplement accrochées au mur. Or, non. L'idée, c'était que, effectivement, ces balances étaient au sol, à l'horizontale. Et pour cela, j'ai photographié mes pieds. Donc je prenais la photo directement comme ça et on avait souvent les pieds. Ça, je m'étais rendu compte parce qu'au moment de faire moi-même les photos, quand j'ai photographié un sol, je photographiais mes pieds sans vouloir.
Sauf qu'après, effectivement, question de sérendipité, eh ben, ce qui au début était un hasard, c'est devenu une pratique assidue, photographier mes pieds. Et donc ça, c'est la peinture dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cet ami qui est venu, Philippe Richard, qui est un peintre aussi, et qui m'a proposé d'exposer une peinture au sol dans une petite galerie à Rouen. Et donc il m'a dit, bah, tu n'as qu'à peindre directement sur les sols. Voilà, donc c'était la première fois que je faisais ça. Et en fait, c'est une peinture acrylique. Et la seule chose, c'est qu'à la fin, quand elle était sèche, j'ai mis un vitrificateur. Vous savez, un vernis qui est assez dur, sur lequel on peut marcher. Et donc, il n'y avait rien sur les murs. Il y avait juste ces grands versements de peinture au sol. Et le jour du vernissage, les gens étaient debout sur la peinture. Donc voilà, pour moi, ça a été vraiment un peu le moment où ça commençait à prendre cette idée d'une autre peinture. Voilà, donc à partir de là, d'autres projets ont commencé à avoir lieu, comme celui d'une église près de Verdun, où il était question de faire un travail sur place. Alors il y avait deux travaux. Il y avait celui d'en bas, qui est une flaque qui avait été faite devant l'hôtel de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, immaculée, ça veut dire sans tache. Et donc j'avais fait une petite tache de peinture devant. Et puis dans l'image du haut, en fait, il s'agissait d'un banc qui était les bancs les plus petits de l'église, parce qu'il y avait une colonne. Et donc j'ai refait un banc à l'identique et je l'ai recouvert, voilà, je lui ai mis des peintures comme ça, comme une religieuse. Voilà, et donc c'était pareil, pour s'asseoir sur le banc maculé des peintures. Alors ça, pour l'anecdote, les curés de l'église, il n'a pas aimé ça. Alors que c'était une pièce qui devait rester dans l'église, et les bancs étaient mis de côté. Bon, et ça c'est encore autre chose que j'ai mis là parce que ça m'intéresse autrement. En fait, il s'agit d'une pièce qui avait été faite dans le cadre d'une résidence pour artistes qui existe encore aujourd'hui. Ça s'appelle Le Vent des Forêts. Et ça se passe du côté de Verdun aussi. Donc, comme vous savez, il y a eu des batailles meurtrières lors de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est une forêt dans laquelle il y a un parcours d'art contemporain, et où chaque année, à peu près une dizaine d'artistes réalisent des pièces. Et des fois, les pièces restent. Et des fois, les pièces sont juste éphémères, elles disparaissent. Bon, la mienne est censée rester, il y est toujours. Hein. Moi, je voulais faire une peinture qu'on ne voit pas. Donc, là aussi, mon idée, c'était que, effectivement, la peinture étant un art visuel, enfin, une manière de créer des images aussi par la peinture, je voulais créer un énorme panneau publicitaire. Je ne sais pas si ça n'a pas l'air, mais en fait, c'est un énorme panneau de 4 mètres sur 3, plus les pattes. Donc, c'est un truc assez énorme, comme 2 étages. Et donc, que ça soit comme un panneau publicitaire, mais à l'intérieur de la forêt. Et un panneau en camouflage. Donc, et un peu loin des sentiers. Donc, il fallait s'introduire dans la forêt pour, à un moment donné, voir ces panneaux avec une peinture de camouflage. Et donc, aller vers une sorte de peinture énorme et invisible, d'une certaine manière. Voilà, donc invisible ou dissimulé, on va dire. Bon, j'ai fait ça par ordre chronologique. Là, on est en 2003, pardon. Et bon, à côté de ça, je voulais quand même travailler sur la question du tableau, parce que
malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de peintres dans les écoles d'art. Il faut savoir que les marchés de la peinture restent quand même les premiers marchés de l'art. Ce n'est pas tellement les vidéos ni les photographies qui se vendent dans les grandes foires d'art contemporain. Ça continue à être malgré tout la peinture. Et je dirais même la peinture sur sa forme la plus bourgeoise, c'est-à-dire le tableau. Donc j'ai commencé à faire des tableaux aussi, mais dans une autre optique. Je voulais faire des tableaux que j'appelais des tableaux ratés. En fait, je ne sais pas si ça vous arrive, mais en général, quand on fait un tableau qui ne marche pas, qui n'est pas bien, souvent j'ai raclé pour enlever la matière, mais ensuite j'ai donné une couche de peinture, une couche monochrome avec une couleur quelconque, et donc pour induire un nouveau départ, pour pas virer complètement le support, mais recommencer une nouvelle toile à partir de ces mêmes supports. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire des tableaux monochromes comme ça, et bon, là il y a deux types. Par exemple, il y a celui du haut qui sont des tableaux qui débordent. Donc aussi dans certains cas, comme dans celui du haut, en fait j'arrondissais les sangles pour enduire les débordements de la peinture aussi. Et en bas, c'était un tableau raté qui me paraît intéressant parce qu'il a donné suite à une autre pièce que j'ai réalisée ici à l'ENSA, et qui est un tableau désossé. C'est-à-dire, normalement, vous prenez la toile et vous l'attendez sur un châssis, et au bout d'un certain nombre de couches, la toile commence à être un peu rigide, semi-rigide on dirait. Non, et donc si à ce moment-là vous enlevez les châssis, vous enlevez un peu les structures qui fait tenir la toile. Donc il y a une espèce de mémoire de la toile qui va faire qu'on garde la forme du tableau, mais cette forme, c'est une forme affaissée. Et ça, pareil, ce sont des découvertes, comme je disais, un peu sérendipiques, des choses qu'on a déjà fait, c'est-à-dire au bout d'un moment, quand vous enlevez une toile pour mettre une autre toile, pour profiter du châssis, vous gardez une toile qui ne sert plus, et vous voyez qu'il y a cette forme de la toile qui reste quand même intéressant en tant que sculpture, je dirais. Et donc, par la suite, il y a eu quelques projets comme ça, des peintures monochromes sur des toiles désossées. Voilà, pour la technique qui était après par derrière retravaillée avec une résine de polyester pour faire en sorte que ça soit dur. Et en fait, c'était cette même idée qui a été utilisée après pour faire un projet ici. Je vous montrerai en dernier. Voilà, ça c'est encore une photographie faite à l'atelier. Alors par exemple, ça je ne m'explique toujours pas comment j'ai fait ces fonds bleus, parce que j'ai fait cette image sur un mur blanc. Et je ne sais pas, il y a cette image bleue du fond qui est sortie comme ça. Moi, je voulais travailler sur une idée de la peinture comme une peau qui recouvre les choses. Ça, on est tout le temps face à ça. On voit des portes qui sont peintes, mais on ne voit pas la peinture, parce que la peinture, c'est juste une peau. On voit la porte, mais on ne voit pas la peinture. Et donc, je voulais qu'on puisse voir la section de la peinture. C'est pour ça que j'ai fait une peinture rose, plus ou moins, qui était posée sur ma main. Et cette image était censée aussi illustrer certains propos. Donc à l'époque aussi, ces images, je les faisais pour moi. C'était pas fait pour faire œuvre, mais c'était pour donner un peu du sens aussi à ce que je faisais. Voilà. Après, il y a eu d'autres travaux, comme celui de la bibliothèque qui a été installée dans un petit centre d'art dans la banlieue de Paris. Et là, c'était une bibliothèque sur 2 étages, une bibliothèque qui déborde des peintures.
Là, je dirais que l'idée était plutôt de faire appel à quelque chose qui pour moi était aussi important. J'imagine que pour vous aussi, c'est toute la littérature qu'on accumule en tant qu'artiste. Enfin, il y a le travail de l'atelier, mais évidemment, il y a aussi un travail des bibliothèques et des renseignements. Bon, maintenant, ça se fait aussi beaucoup par des sites internet et tout ça, mais il y a une quête permanente, enfin, dans mon cas, par les livres, les catalogues, une quête des peintures, des images venues d'ailleurs. Donc, c'était aussi une manière de rendre hommage à toute cette littérature, à la bibliothèque du peintre, en fait, d'une certaine manière. Et par la suite aussi, bon, je pense qu'on verra des images, j'ai travaillé aussi sur des livres, sur des objets libres. Là, c'est toujours dans le même esprit des flaques. Hein, donc, la première, c'était une peinture que j'avais fait. Bon, il y avait eu des attentats terroristes à Madrid, et il y avait une espèce de deuil national. Hein, et donc, je voulais faire une peinture noire comme ça, avec les sentiments aussi que le blanc du radiateur aussi pouvait se répandre comme s'il était en train de fondre comme un sucre sur le sol. Donc ça, et puis de l'autre côté, aussi quelque chose d'un peu différent, c'est que j'ai voulu à un moment donné aussi faire en sorte que la flaque soit un objet, enfin une sculpture, voilà. Donc en fait c'est une flaque, mais c'est une flaque en résine de polyester. Donc quelque chose qui se prend comme ça à la main, c'est en dur et qui se pose au sol, comme une plaque plutôt. Voilà, encore une autre image. Celle-là, elle appartient à un travaux qui a été fait à Nîmes, dans une galerie qui avait un sol assez particulier, un sol en carrelage. Et voilà, en fait, je voulais travailler sur une peinture qui glisse du mur vers les sols et qui se répand. Voilà, donc je crois que j'ai mis qu'une seule. Ouais. Bon, je vais passer un peu plus vite. Celle-là, par contre, elle est intéressante parce qu'elle fait appel à quelque chose qui était pour moi aussi assez important. Je ne sais pas si vous voyez ces images de Jackson Pollock en train de peindre, de faire des drippings au sol, sur une toile comme ça étendue au sol. Moi, c'était des images qui m'ont toujours beaucoup impacté. Peut-être c'était une des premières images où on voyait un artiste en train de travailler. Et pour moi, il y avait une connotation aussi particulière parce qu'il travaillait directement au sol, ce qui n'est pas aujourd'hui rare, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être quelque chose d'assez révolutionnaire. Et non seulement il y avait l'idée de cette peinture qui était faite autour du tableau, mais il y avait aussi une autre idée qui était celle du pochoir, en fait. Parce que quand Pollock faisait ses drippings, forcément, il y avait des bouts de peinture qui ne tombaient pas sur la toile, mais qui tombaient à côté. Et bon, moi je mets toujours posé bêtement la question qu'effectivement, celle qui tombait à l'intérieur de la toile, aujourd'hui est dans le MoMA, mais celle qui tombait dehors, eh ben, elle n'était pas au MoMA. Donc je voulais rendre un peu hommage à cette peinture qui était tombée à côté. Et par la suite, nommer aussi les tableaux, un peu par son absence. Comme vous savez aussi, les tableaux, il a été souvent assimilé à une fenêtre. Et donc, là, on le voit sur le haut de l'image. Dans cette pièce, il y avait une grande fenêtre. Et donc, j'ai pris la taille de la fenêtre. C'est la fenêtre, le format de la fenêtre qui est
qui est poussé au sol et dont on voit uniquement voilà, le pochoir. Voilà. Donc aussi une manière de parler des peintures et des tableaux sans le faire ou sans les nommer. Voilà. Après, il y a des petits travaux, on va dire, des peintures. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Enfin, j'en fais plus aujourd'hui, mais en fait, j'ai peigné des images où il y avait des gouttes de peinture, et donc c'est retouché par-dessus. Je ne sais pas si c'est visible. En fait, c'était une vraie goutte de peinture sur une photo, mais qui était peint par-dessus. Je ne sais pas si vous suivez. Et ça, c'est autre chose qui est aussi dont j'ai fait un bon paquet, un cahier entier. En fait, ce sont des inversions, c'est-à-dire que j'ai fait pas la peinture sur le papier, mais j'ai fait les papiers sur la peinture. C'est-à-dire que en peinture, il y a toujours la question du support, qui est une question délicate, parce que effectivement, si on continue à faire de la peinture, c'est parce que la peinture elle-même, elle ne se tient pas toute seule. On a besoin de l'appliquer sur quelque chose. Et or, l'idée m'était venue qu'il était peut-être intéressant d'inverser ça et de mettre le support à l'envers. C'est-à-dire que ça soit la peinture qui tient les supports. Donc bon, par la suite, il y a eu d'autres choses peut-être plus grandes, parce que ça, c'est vraiment tout petit. Mais ça parle déjà de ça, de cette inversion des termes. Voilà. Donc, comme je me occupais à où poser la peinture, quoi utiliser comme support, et que je voulais parler de ces rapports au toucher, et il m'est apparu qu'une bonne stratégie, c'était d'utiliser des supports qui font appel déjà à la main, comme des livres, comme des poignées de porte, comme des mains courantes. Et voilà, utiliser ces supports pour poser la peinture et la faire dégouliner dessus, tout simplement. Voilà, encore une peinture. Bon, cette peinture, c'est une peinture pérenne, c'est-à-dire qu'elle est faite en résine de polyester sur une mosaïque. Voilà, donc encore un support, comme j'ai dit, c'est un objet. Donc l'objet livre, qui pour moi est plus qu'un objet, c'est vraiment... il représente ou il incarne un peu les rapports à l'histoire, et concrètement à l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture. Donc je peins souvent sur des livres, des images. Alors effectivement, là c'est encore avec du numérique, de l'argentique, pardon. Mais en fait, comme j'avais cette idée de photographier souvent des choses à l'atelier, des fois j'allais dans la rue et j'ai trouvé aussi des choses qui me rappelaient des processus ou des choses qui arrivent à l'atelier. Et donc je prenais en photo, par exemple, les deux images du haut, un reflet, un dépôt de peinture sur un poteau, et en bas ce sont des images de l'atelier, donc les bords d'un tableau, ou des images du sol de l'atelier avec mes chaussures. Toujours dans cette idée de, comment dire ça, d'une peinture qui dérape, une peinture qui n'aurait pas sa place, ou, voilà, peinture à côté. J'ai fait aussi d'autres objets, toujours en cherchant comment faire de la peinture. Et ce sont des énormes, ce sont comme des tableaux en fait, hein, ça c'est accroché au mur. Ce sont des trames aléatoires de fil de fer. Dans ma tête, il y avait l'image d'une publicité à la télévision où l'on voyait un détergent très puissant, soi-disant,
qui arrivait à attaquer la saleté. Et donc on voyait une image agrandie avec une trame, des fils, et la saleté qui vient s'incruster là-dedans, et qui après les détergents arrivent et éliminent la saleté. Et donc pour moi, je voulais imaginer la toile aussi comme un réceptacle de cette peinture. Et donc, bon, à la place de faire une trame vraiment carrée, j'ai fait des trames un peu comme ça, avec du fil de fer. Et donc, peindre des petits fils avec un pinceau à coude. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un pinceau à coude. Ce sont des pinceaux qui ont une forme un peu comme ça, qui sert à peindre derrière le radiateur. En fait, c'est des pinceaux qui servent à peindre les zones qu'on ne voit pas, qui sont loin de la vue. Voilà, donc ça c'était donc l'exposition, l'image qui servait de couverture au dossier. Là, il y a deux choses. D'un côté, les tableaux vides, donc enfin quelque chose qui rappellerait un tableau, c'est-à-dire un support en bois avec un châssis, avec des sangles arrondies qui sont appuyées contre le mur et une peinture au sol, un peu comme si la peinture avait desserté les tableaux et avait glissé complètement, et voilà, et qu'elle s'est trouvée plus au sol que sur le support. Et l'autre idée, à côté de ça, c'était l'utilisation aussi pour la première fois des images photographiques dans l'exposition. Parce que pour l'instant, je ne savais pas quoi faire de mes images. Je ne savais pas quels statuts leur donner. Et donc là, j'ai utilisé des images photographiques un peu comme des cartels, en fait, un peu comme des... Vous savez, les cartels, ce sont les informations qu'on met à côté d'une œuvre pour donner des informations. Et donc, je voulais utiliser les images, non pas comme une œuvre non plus, mais comme une espèce de didascalia, c'est-à-dire comme une... Vous savez, les didascalias, ce sont dans les textes dramatiques, ce sont les informations qu'on donne à l'acteur pour qu'il déclame les textes d'une certaine manière ou pour qu'il fasse un mouvement déterminé dans la scène. Donc c'est une sorte de paratexte. Et à ce niveau-là, je pense que les cartels, souvent ils sont accrochés aussi sur le mur, au même niveau que les œuvres, mais c'est aussi une information supplémentaire. Ça ne fait pas partie de l'œuvre, mais évidemment, souvent c'est intéressant de lire ce qu'ils disent les cartels pour essayer de savoir un peu ce qui se passe. Donc pour moi, c'était ça l'idée d'utiliser les images photographiques à côté de la peinture. En fait, ce sont des images qui parlent aussi des peintures. Là, vous voyez, c'est une image du métro parisien avec une action de peinture qui a été faite par quelqu'un, pas moi, et qui dégouline sur le carrelage. Voilà. Donc... ça, c'est encore une autre pièce. À chaque fois que je montre une pièce, c'est que souvent il y a eu une série de pièces. Je montre une parce que c'est pas la peine de montrer plus. Donc ça, c'est un peu comme dans la pièce dont je parlais de Pollock, le pochoir. Je voulais parler de cette idée de cadre, des champs et des hors-champs. Vous savez, dans le cinéma, il y a le champ, c'est-à-dire ce qui apparaît dans le film, et les hors-champs, c'est-à-dire ce qui passe à côté du cadre. À côté du cadre, ou qui se trouve derrière le décor, ou derrière la caméra, il y a plusieurs types de hors-champs. Et donc, je voulais travailler sur cette idée en proposant un panneau qui serait troué au milieu, qui aurait la forme d'un tableau absent, comme si les tableaux avaient été véritablement découpés sur cette surface. Là non plus, c'est pas une idée à moi. Il y a je ne sais pas si vous connaissez le color field. C'est une dénomination qu'avaient certains peintres américains.
sur ces énormes formats de monochrome souvent, dans lesquels il y avait cette idée que les tableaux étaient un prélèvement d'une peinture qui pourrait s'étendre au-delà du tableau. Donc les champs de peinture. Un champ de peinture, donc on aurait juste un morceau. Donc il y a un peu de cette idée-là, d'un prélèvement. Voilà, donc du hors-champ. Et encore une fois, démontrer une peinture qui n'est pas, ou qui ne devrait pas être là. Ça, c'est donc dans la suite des peintures en forme de flaques de peinture. C'est dans une exposition à Lleida, en Catalogne, d'une flaque. Et là, ce qui était intéressant, c'est que la régie avait disposé des cimes qui étaient légèrement en hauteur. Et que moi, ce que j'avais envie, c'était de traverser les cimes, passer en dessous et traverser l'espace d'exposition. C'était une exposition collective. Et dans mon travail était un peu de rentrer comme voilà, d'une manière un peu étrange, marier les différents panneaux et d'une manière aussi créer une... Enfin, j'ai l'impression que souvent les flaques produisent un phénomène de mal-être, voilà, de quelque chose qui est arrivé, une catastrophe ou quelque chose comme ça. Et donc souvent aussi de me mettre des travers dans le passage. Donc pour accéder à l'exposition, pareil, il fallait marcher sur la flaque et donc comment dire, casser cette barrière psychologique qui est celle de marcher sur une œuvre ou de la toucher ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, ça c'est encore un objet peinture. Dans ces cas, c'est un main courante. Pareil, donc on peut passer la main. C'était dans les cadres d'une exposition en Espagne où j'ai travaillé sur des plaques qui font un angle entre le mur et les sols. Ça, c'est une peinture surélevée. Là, on ne les voit pas très bien, mais en fait, c'est comme un immense tableau posé au sol sur lequel on peut marcher. Voilà, des peintures. Là, ce qui est intéressant, c'est que sur la droite, vous savez une définition méthode de Claude Routot. Donc vous savez, ce sont les peintures qui ont la même couleur que le mur. Et donc j'ai profité de la couleur pour faire aussi une expansion au sol. Voilà, donc comme dans l'exposition d'Espagne, il y avait ça c'est dans le 104 à Paris, une plaque dans une position comme ça entre la verticale et l'horizontale. Cela m'intéresse. Quand j'ai fait ces plaques, j'avais en tête des images de la descente de la croix, qui est un sujet aussi très utilisé par les peintres gothiques. Il y a un moment où le Christ est descendu de la croix. Enfin, ça c'est mon côté catho espagnol. Et donc il est uniquement tenu par une seule main à la croix. Et donc il y a une forme un peu molle comme ça du Christ. Et par rapport à la peinture, ça m'est donné à penser cette idée d'une descente de la verticale, qui est celle de l'image, à l'horizontale, qui est celle du sol, celle de l'objet inerte. Et aussi avec un petit côté cinglant, et avec la peinture orange qui déborde sur les sols. Bon, après, pareil, ça c'est des images adossées à des peintures, comme des cartels, une expo à Majorque. Voilà. Bon, ça c'est assez... Bon, ça peut être assez marrant aussi de parler de ça. Bon, ce sont des gouttes de peinture. En fait, et
J'ai produit des gouttes. Au début, c'était par accident. Donc, quand j'ai peigné, je mettais un truc par terre pour éviter de salir. Et donc, il y avait des gouttes qui tombaient. Et quand les gouttes séchaient, je les récupérais. Et j'avais, un peu comme les grands-mères, une espèce de boîte à boutons, comme ça, avec plein de petites gouttes de couleurs. Mais ensuite, j'ai commencé à faire des sélévages des gouttes. Donc, j'avais un système comme ça pour déposer la peinture et que la peinture tombe en faisant des gouttes sur les plastiques. Et donc, j'ai récupéré les gouttes. Et avec les gouttes, j'ai fait des organisations un peu entomologiques, comme ça, vous savez, comme des insectes qu'on met dans des boîtes. Voilà, donc ça, c'est un travail qui me rappelle aux tout premiers travaux des poubelles, des peintures, des résidus, de ce qui reste, de comment, un peu comme dans la cuisine, on garde toujours les restes de la veille pour refaire à manger le lendemain. Il y a une forme de recyclage automatique. Voilà, donc ça c'est une flaque dans le crack de Sète. Donc on voit une pièce de Christophe Coussin ici et une autre de Michel Monte derrière. Et moi au sol, par terre. Voilà, ça c'est encore un hors-champ. Et voilà, je m'arrête aussi un peu sur cette œuvre, qui est c'est la première fois que j'ai commencé à travailler avec les dégradés. Les dégradés, ça m'intéressait par rapport au visible. Comme je vous disais tout à l'heure, dans la peinture, il y a cette idée qu'on se fait que la peinture est un art visuel, donc visible. Et ce qui m'intéressait dans les travaux des peintures comme ça en fondu, en dégradé, c'est qu'il y a une frange où les regards n'arrivent pas à se poser et qui crée une vibration particulière. Bon, déjà, il y a du jaune, donc le jaune, ça vibre pas mal. Et cette zone-là, je me souviens quand j'ai fait la photo, même l'appareil photo avait du mal à faire le point. Et donc, en contraste avec ça, j'avais créé une barre en métallique en bas, comme un dispositif muséal. Vous savez, souvent dans les musées, il y a des displays comme ça où on met une barre pour que les gens ne s'approchent pas. Et que je voulais que cette barre soit, au contraire, les dépositaires d'une forme de peinture épaisse. Donc il y a un passage entre le blanc et les dégradés pour en arriver en bas à une forme de matérialité forte. Après, j'ai continué à travailler avec les dégradés, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Là, pour le coup, ce sont des tables de camping, de Décathlon. Et en fait, malgré tout, malgré cette idée de vouloir m'échapper du tableau, les tableaux me poursuivent parce que on est toujours, en tant que peintre, on est toujours confronté à cette forme historique, rectangulaire, verticale, qui s'accroche au mur. Et bon, à chaque fois que je reviens vers les tableaux, je suis obligé de faire une espèce de pirouette pour ne pas dire tableau. En fait, c'est des tableaux. Bon, là, c'est des tables, mais là aussi, dans une dernière exposition, j'ai fait encore une pirouette par rapport à ça. Bon, là, je l'ai laissé appeler Windows parce que je voulais faire un raccourci aussi avec des petits symboles qu'on a tous dans nos ordinateurs, les petites fenêtres qui s'ouvrent sur d'autres dossiers et qui, en peinture, représentent aussi une forme de au-delà. La peinture étant toujours aussi cette forme de fenêtre qui s'ouvre sur autre chose. Et bon, là, pas sur une forme pas des monochromes, mais des dégradés sur deux couleurs différentes. Voilà, c'était dans la même exposition. Là, il y a plusieurs choses. Il y a
D'un côté, les dégradés. D'un autre côté, la forme tableau, qui est une forme, là on ne les voit pas très bien. En fait, je ne voulais pas que ça soit un tableau, donc ce sont des plaques, des contreplaqués, avec des tasseaux. Et je voulais rappeler une forme de mur aussi qui aurait été extrait. Il y a les pots des peintures qui servent des supports. Et puis il y a cette idée aussi des pochoirs ou des déplacements. Voilà, donc toujours dans des formes monochromes. Ah oui, là on voit un peu mieux. Donc en fait, pour ne pas parler des tableaux, je faisais ça. Je faisais comme des formes de petits murs en placo. Et là on voit encore une petite table de camping de Décathlon. Ça, c'est des objets, comme il y avait les livres et les poignées de porte. J'ai travaillé aussi avec des éponges, parce que l'éponge, c'est un outil qui me sert souvent à nettoyer la surface. Et donc, quand on l'utilise, il y a la face avec laquelle on nettoie qui prennent toute la peinture, qui a tendance à boucher les trous de l'éponge. Et en fait, par sa forme quadrangulaire, son épaisseur, ça m'a fait penser aussi à des petits tableaux. Donc voilà, c'est encore une autre forme de dire tableau. Bon, ça c'est encore une autre histoire. À chaque fois, ce sont comme des choses qui me rappellent des choses. Dans mon imaginaire catholique, je ne suis pas croyant, mais bon, ça reste quand même dessus. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Véronique. Véronique veut dire la véro-iconos, c'est la véritable image. Et Véronique, la sainte Véronique, c'était une femme qui, lorsque Jésus monte au calvaire, va venir éponger le visage du Christ avec un bout de tissu. Et là, au miracle, le visage du Christ reste imprimé sur les tissus. Et après, dans la peinture, il y a eu beaucoup c'est un sujet qui revient, comme les crucifixions, les nativités. Il y a les Véroniques, donc l'image du Christ sur un bout de tissu. Donc il y a une forme de tableau dans le tableau. Et il y a certains peintres qui ont su faire ça très bien. Il y a un tableau du Gréco qui est très intéressant parce qu'on voit l'image du Christ, mais avec des plis. Voilà, donc ça c'était assez curieux de voir ça. Et donc moi je voulais travailler avec des images, des peintures sur une forme de tissu qui ne serait pas tendue, dont on verrait les supports. Pour moi, c'est important aussi de créer ces rapports parce que quelque chose qui fait qu'une image fonctionne dans un dispositif comme les écrans, c'est qu'on ne voit pas l'écran. D'ailleurs, quand vous regardez votre ordinateur, vous ne voyez pas l'écran, vous voyez l'image qui est dedans. En fait, on voit l'écran quand on éteint l'ordinateur et tout d'un coup, on voit la poussière qui est sur l'écran. Mais pour que l'écran fonctionne, il ne faut pas qu'on le voie. Or, quand on a un écran comme une toile qui est pliée, là on voit la toile. Donc en fait, ce sont des impressions des catalogues avec mon travail et que j'ai repeint par-dessus. Voilà, donc il y a un peu un jeu de peindre la peinture. En fait, ici, par exemple, tout ça n'est pas peint. Par contre, j'ai peint là où il y a la peinture. C'était peint à l'huile, à l'ancienne. Vous me dites si je m'explique peut-être pas super bien, c'est pas évident. Bon, ça fait partie des dessins que je peux faire à l'atelier. C'est des œuvres mineures. Enfin, souvent, je me sers de catalogues d'IKEA pour mettre en place des systèmes de peinture, on va dire en 3D, qui expliquent. C'est comme des plans, d'une certaine manière. Ça rappelle beaucoup l'architecture, les plans livres de Le Corbusier et des formes en 3D. Donc, pour ça, c'est vrai que les dessins des modes d'emploi d'IKEA sont des dessins d'une grande pureté, on va dire.
Et bon, si on les décontextualise de ce qu'ils sont, bah, voilà, moi, je trouve que c'est un bon matériel pour travailler. Voilà, donc il y a encore d'autres dessins comme ça. Ça, ce sont des vues de l'atelier. Bon, ça c'est un monochrome qui était dans une exposition sur l'usure. Et comme j'ai cette espèce de tendance aussi à racler la peinture, je voulais faire une peinture qui soit peinte et grattée. Donc il a fallu d'abord faire un monochrome et ensuite essayer de les gratter. Donc par contre les grattages, on l'a fait uniquement à partir des endroits qui étaient accessibles. Et pour ça, il y a une partie qui n'est pas grattée. Donc il y a la difficulté de gratter sur un mur de briques, et donc la peinture qui reste coincée dans les interstices au niveau des joints. Ça, c'était une pièce qui était une commande de ma galeriste d'ici pour une exposition qui s'appelait Flower Power. Et donc je ne savais pas trop bien parce que je ne travaille pas beaucoup ni avec des pots ni avec des fleurs. Mais bon, je voulais chercher quelque chose qui soit de l'ordre d'une mise en scène, un peu comme dans le théâtre. Et donc de créer une forme de fourniture et sculpture, je ne sais pas si vous voyez. Donc un mobilier placé, des bancs, une peinture pour créer une forme des rapports entre le fond et la forme. Et donc jouer avec les dégradés du tableau et les dégradés du pot, et puis après en inversant le pot. Voilà. En fait, ce qui était intéressant de cette exposition, c'est que cette pièce n'a pas voyagé. En fait, ce qui était exposé, c'était l'image. Il y avait juste la projection de cette image. Voilà. Et on arrive à cet état, donc, qui a été fait par Guy Maynard, qui est là. Et donc, c'est une pièce qui m'intéresse en ce qu'elle a à voir avec la peinture, parce que, comme je vous disais, j'ai travaillé beaucoup avec l'horizontal, les dépôts des peintures, et que pour moi, c'était une manière de sublimer le tas, qui est quelque chose de bas, un peu ignoble, on va dire, et de les faire en forme de porcelaine, qui est, par cette technicité et son histoire, un objet d'une certaine qualité, on va dire. Donc, c'est pas moi qui va vous dire comment ça a été fait, ça serait plutôt à Guy, mais bon, il y avait un objet fait en plâtre, puis un moulage, etc. Donc, il y a une édition qui a été faite. Ben là, c'était l'état lors d'une exposition au château de Bonneval, voilà, avec d'autres céramiques. Voilà, donc ça c'est l'exposition, donc toujours avec des tables. Finalement, j'ai trouvé que dans les tables des campings, il y avait quelque chose d'intéressant, donc j'ai continué et là, par contre, j'ai changé le mode de travail. J'ai commencé à percer les trous. En fait, l'exposition s'appelait l'effet des distanciations dans les théâtres de Bertolt Brecht. En fait, il y a quelque chose de très important, c'est que pour Bertolt Brecht, les théâtres sont une forme de divertissement qui est fait un peu pour ennubiler les publics et les faire pleurer ou les faire penser à autre chose. Et donc, il veut combattre cette tendance à le spectacle par une forme de théâtre direct dans lequel les acteurs peuvent à un moment donné descendre de la scène, s'adresser au public et casser cette espèce de barrière invisible qui est ce qu'on appelle en théâtre le quatrième mur. Et donc montrer un peu que le théâtre, que les comédiens, c'est d'être comme le public, et qu'il n'y a pas de distance entre ce qu'on imagine comme le monde imaginaire, qui est le monde de la fiction, le monde de la scène, et les mondes du réel, qui est celle du public. Donc, bon, en peinture, il y a un peu la même chose dans les tableaux.
il y a cette histoire de surface, donc des fenêtres, donc avec un visible, on va dire, mais qui fait appel à une forme de fiction. Or, le réel est serré de l'autre côté public. Et donc, dans ces pièces, ce que j'ai voulu faire, c'est justement percer ces murs, percer la toile, on va dire, et montrer les derrières. Donc, ce qui fonctionne bien avec ces tables de camping, c'est que, en fait, on peut regarder par derrière, même les trous, laisse voir l'armature, les pieds de table. Voilà, donc, voilà, là, on voit un exemple. Bon, là à droite et ici, on voit aussi des petites pièces. Enfin, ce sont des multiples faites avec des, vous savez, ces trucs qu'on met dans la peinture pour nettoyer les rouleaux, pour les décharger. Voilà. Donc ça, c'est une vue de cette exposition, avec l'avantage que, effectivement, les pieds des tables, ils pouvaient se plier ou pas. Ou entre les deux. Donc la surface du tableau en fait n'est pas forcément parallèle au mur. Donc elle peut laisser voir plus ou moins la partie de derrière. Voilà, donc avec ces tables, il y a eu aussi des manipulations par des danseurs dans un spectacle. Voilà. Et je vais finir avec ça, qui est un projet qui a été fait en début d'année à Clermont-Ferrand. C'est une commande, en fait, pour réaliser les sols d'un espace, d'un centre d'art. Et donc, mon idée était de faire une peinture au pied du mur, pour prolonger les blancs du mur sur le sol. Vous savez, à chaque fois qu'on voit un mur et un sol, on voit souvent la ligne qui délimite l'angle. Et donc mon idée, c'était de faire un peu un trompe-l'œil et de donc prolonger les blancs du mur sur le sol avec une peinture au pistolet et faire en sorte qu'il n'y ait plus de repères, quoi. Voilà, il y a encore d'autres images, mais c'est fini. Je ne sais pas si vous avez encore, enfin, peut-être des questions. Je vais vous montrer cette image qui est aussi, je n'ai pas pu mettre parce que j'avais pas des photos de bonne qualité, donc j'ai mis ça. C'est une expo dans laquelle j'ai montré les tableaux dessaucés qu'on a pu faire ici dans les ateliers, avec le bleu du four. Voilà, c'était la même pièce avec des propositions différentes de bleu. Voilà. Je peux vous répondre à des questions ou ouais. Je vais te passer le micro. Quand vos œuvres qui représentent des flaques par terre, donc vous les exposez dans des expos et vous les vendez aussi? Non, parce que du coup la question c'était est-ce qu'elles sont mobiles, est-ce que vous les reproduisez pour des clients ou quelque chose? C'est une très bonne question et surtout qu'au début je pensais même pas à ça et après il a fallu que j'y réfléchisse. En fait au début je faisais ça uniquement pour exposer, mais après surtout j'ai eu une commande, donc sur la commande il a fallu faire effectivement non pas avec de la peinture mais avec une resine de polyester. Donc il a fallu que je fasse appel à quelqu'un qui est un pro de la resine et tout ça, donc mettre un prix, etc. Donc en fait, ce sont des pièces, les pièces qui sont des commandes sont des pièces fixes, on va dire. Là, par exemple, la pièce que j'ai montrée avec la peinture au pistolet, ça c'est une pièce fixe qui va rester, je pense, 2 ans ou 3 ans. Après, il y a des pièces qui sont des pièces d'exposition temporaire. Donc, c'est souvent des productions qui sont payées par les centres d'art ou la galerie, mais qui ont vocation éphémère. Donc, elles disparaissent.
C'est pour ça aussi que c'est important de photographier même des petits travaux comme ça, parce que les documents aussi, il a une importance comme témoignage de ce qui a été. Je vais te passer les micros, je ne sais pas comment. Comment est-ce que vous choisissez les couleurs que vous utilisez dans vos peintures et dans vos flaques surtout? Ça, c'est complètement les goûts de l'artiste. Non, c'est vrai qu'il y a des couleurs qui ont à voir avec avec les vêtements, par exemple. J'aime bien m'habiller en couleur, par exemple. Donc, il y a des couleurs que j'aime bien. Après, ça dépend aussi, quand on pense en couleurs, ce qui est important aussi, c'est de voir l'étendue des couleurs. Par exemple, il y a des couleurs qui sont inoffensives dans une certaine proportion, mais quand c'est en très grand, ils ont un grand impact. Donc, comment gérer ça? J'ai fait des tests. J'ai fait des tests, je vois des couleurs que j'aime bien. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je reviens sur les mêmes couleurs. Donc, il y a une espèce de palette que je me suis fait avec de bleu turquoise, avec des gens de Naples, avec des rouges tracteurs comme ça, avec des oranges bouillabaisse, voilà. Et c'est des couleurs qui reviennent. Il y a un rose chewing gum que j'aime beaucoup aussi. La couleur peau, j'aime bien aussi. Après, il y a des matériaux colorés qui m'intéressent. L'aluminium m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que les tables de camping, elles sont à rebord en aluminium. Ça, c'est une couleur aussi. Quand je travaille sur une poignée de porte, elle est en aluminium. C'est parce que j'ai choisi cette poignée de porte. Il y a les bois aussi qui m'intéressent par sa couleur. Donc il y a des supports que je vais utiliser en bois et que je vais montrer en bois. Mais parce que cette couleur de bois m'intéresse aussi. Mais on va dire qu'il n'y a pas... C'est vrai que ce sont des couleurs assez attractives. À partir du moment où j'ai arrêté de faire des peintures, on va dire, de peindre des choses figuratives, si vous voulez. Donc en fait, j'ai travaillé avec des monochromes, pratiquement. Donc à un moment, les choix d'une couleur ou d'une autre, c'était purement une question de goût. Voilà. Il y a des couleurs que j'aime plus que d'autres, on va dire. Désolé. Et du coup, votre travail en céramique, vous ne parlez pas de couleurs. On n'a pas vu de photos dans les tas qui ont été faits en céramique. En porcelaine en fait, le premier travail en porcelaine, ça a été celui que j'ai réalisé avec Guy. C'était un travail achrome, on va dire. Donc, quand on dit achrome, c'est pas qu'il n'y a pas de couleur, c'est vrai que c'est la couleur du matériau. Donc en fait, la porcelaine étant blanche, ce que je voulais, c'est qu'elle soit brillante, puisqu'il y avait la possibilité de faire une porcelaine mate, et que je voulais que ces tas soient... qu'il y ait une espèce de lustre. Pour moi, ça donnait un cachet, si on peut dire, au tas. Et ensuite, la deuxième proposition qui m'a été faite, c'est celle de travailler avec le bleu. Il y a l'histoire de ces bleus cobalt, le bleu du four, qui est une histoire ancienne, très liée à Limoges et à la porcelaine. Et moi, ce que je voulais expérimenter, c'était les dégradés. Comment pouvoir passer d'un bleu très opaque à quelque chose d'un peu transparent. Donc, j'ai travaillé avec Patrick, qui travaille la couleur. Et donc, on a fait plusieurs tests. En fait, les travaux que je présentais là, ce sont des tests de couleurs, des échantillons. Il y avait presque pas la volonté de faire des œuvres, puisque moi, je ne me connaissais pas. Et il m'a chargé le pistolet, il m'a dit, regarde, tu peux mettre un peu plus de vernis, un peu plus de ça. Donc, je fais quelques tests. J'ai appris à mettre l'essaimant avec le pistolet. Et voilà. Par contre, je tenais à que la peinture, ou les mots, s'arrêtent au bord de la toile, qu'ils n'aillent pas sur les côtés. Voilà. Oui.
Et tout à l'heure, vous nous avez dit que ce qui vous avait intéressé, c'était le sol de votre atelier. Que c'était, et je voulais savoir comment comment vous avez réussi à retravailler l'aléatoire du sol que vous appréciez en quelque chose qui était devenu un support réfléchi au final et qui est devenu vos flaques. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Bon, ça a à voir avec cette idée des séréndipités, c'est-à-dire que la première fois qu'on a fait une tarte à tatin, je ne sais pas si c'est bien dit, tarte tatin, la première fois qu'on a fait la tarte tatin, c'était un accident. Mais la deuxième, on a dit, bah tiens, on va faire comme l'autre fois, on va la retourner. Donc il n'y a pas eu d'accident. Donc c'est vrai qu'on devient un peu de cascadeur de l'accident. Donc c'est vrai que la première fois, il y a eu cette vision de la flaque à l'atelier, les flaques involontaires. Mais évidemment, la deuxième, c'était déjà... Quand j'étais petit, en fait, j'ai commencé à faire la peinture parce qu'un ami de mon père était aquarelliste. Et donc, je partais avec lui. Il faisait la peinture en plein air. Donc, on partait avec des papiers, des choses comme ça. Et donc, il m'a montré pour faire les ciels, comme il fallait, avec l'éponge, mettre beaucoup d'eau dans les papiers. Et puis, on mettait l'aquarelle. Et l'aquarelle, la couleur s'est répandue sur les papiers. Et donc, il y a des gestes comme ça qui sont revenus. C'est pour ça que j'ai dit c'est une peinture en forme de flaque de peinture. C'est que ce n'est pas... C'est là où il n'y a plus d'accident. En fait, je fais en sorte que ça soit une flaque, mais c'est une peinture. C'est peint, en fait. Bah, ça m'a posé question à un moment, effectivement, mais bon, je ne peux pas à chaque fois... Si, j'aurais pu dire, bon, je mets 2 pots de peinture, un pot de 1 litre de bleu comme ci, un pot de 5 litres d'orange, et je vais donner 2 coups de pied, tac, tac, et voilà. Donc j'ai choisi la couleur, la quantité, et après, je donne 2 coups de pied, et puis ça sera ce que ça sera. Ça aurait pu être ça aussi, une espèce des règles du jeu que je me donne. Je dis voilà, je vais contrôler la quantité, la couleur et la disposition des différentes pots. Après, je vais appeler mon neveu et il va donner des coups de pied à tous les pots de peinture. Et il aurait pu faire une œuvre, tu vois. Moi, j'ai créé les dispositifs et l'autre, voilà. Mais c'était pas ça qui m'intéressait. En fait, ce qui m'intéressait en tant que peintre aussi, parce que je pense qu'il y a ça, c'est qu'au fond, j'aime bien peindre. Au fond de moi, il y a quelque chose. Je suis devenu peintre contemporain un peu par la force des choses, mais finalement, j'aurais, je pense, adoré peindre des madones comme ça, avec un petit pinceau à l'huile et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai commencé, mais c'est un peu secret, j'ai commencé à peindre à l'huile. En fait, j'ai commencé à peindre. Vous avez vu les photos que je montre là? Et ben, j'ai commencé à peindre les photos. En fait, à peindre une image d'une flaque, mais à la peindre comme ça, avec le pinceau, sur une toile et machin. Et je vais les exposer pour la première fois le week-end prochain. Mais à Pantin, dans une expo collective, où il est justement question du double. En fait, c'est une expo qui s'appelle Pas plus que de Bermouth, un truc comme ça. Un truc très drôle, mais les textes très intéressants sur l'idée de répéter un geste. Comment, finalement, on répète jamais le même geste. À chaque fois qu'on fait une chose pour la deuxième fois, c'est autre chose. Et en fait, je me suis dit que c'était le moment de montrer une de ces peintures qui est en fait un rebondissement je vais peindre une photo d'une œuvre à moi, donc une espèce de mise en abîme, et puis surtout l'effet de mettre en place quelque chose qui n'est vraiment pas tendance, c'est de faire de la peinture à l'huile, comme ça, avec des glacis et des choses comme ça. Voilà. Non? D'autres questions? Bon, alors merci à tous, et puis bonne continuation, bon deuxième semestre et bon diplôme. Il y a combien de troisième année ici? Troisième? Voilà. Et cinquième? Ah, donc tous les restes, c'est 1 et 2? 1? Première année? Ah ouais, il y en a beaucoup. Bon, bon courage. Hein. Et merci à tous. Au revoir.